C'est quand même le genre d'histoire qui interpelle, hein. On se demande comment c'est possible une personne qui fait l'objet d'un avis de recherche et d'une interdiction de sortie du territoire, elle arrive à prendre un avion comme ça depuis le plus grand aéroport international du pays. Ça défie un peu la logique, non? Absolument. Ça défie la logique la plus élémentaire des contrôles aux frontières qu'on imagine infaillibles, surtout pour des cas signalés comme celui-là. Alors aujourd'hui, on va se plonger dans les détails de cette affaire, l'évasion de M. Madiambal Balba Diagne du Sénégal, un départ qui a eu lieu alors qu'il y avait des mesures judiciaires très claires contre lui. Notre source principale pour cette analyse, c'est un document officiel. Oui, un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique sénégalais, c'est sur cette base qu'on va travailler. Voilà. Notre objectif, c'est de décortiquer un peu les faits tels qu'ils sont rapportés par les autorités, de regarder les premières réactions officielles, et puis d'essayer de comprendre ce que ça implique plus largement, cet incident qui est pour le moins déconcertant. Ok, alors allons-y, explorons ça. Et d'emblée, je pense qu'il faut vraiment insister sur la gravité potentielle de la chose. Ce n'est pas juste une anecdote, ce qui est décrit là, c'est une faille apparente et potentiellement très sérieuse dans tout le dispositif de sécurité, de contrôle aux frontières. Et ça ne concerne pas n'importe qui. Non, justement. C'est une personne qui était spécifiquement signalée. Donc la question qui vient tout de suite, c'est comment? Comment est-ce possible? Reprenons les faits tels que le communiqué les présente. Ça se passe à l'aéroport international Blaise Diagne, l'IABD. C'est par là que M. Madiambal Balba Diagne a quitté le Sénégal. C'était sur un vol dans la nuit du 23 au 24 septembre 2025. Bon, jusque-là, on pourrait dire un départ normal. Un passager parmi d'autres, en apparence. Mais c'est justement là que ça coince, et sérieusement. Le ministère le dit très clairement. Cet homme, ce n'était pas un passager lambda. Il était sous le coup de 2 mesures judiciaires, en même temps, et émises par une autorité judiciaire compétente. 2 mesures, c'est ça qui est important. Oui. D'abord, un avis de recherche et d'interpellation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les forces de l'ordre devaient l'arrêter s'il était repéré. Et ensuite, une interdiction de sortie du territoire. Ça, c'est une mesure faite exprès pour empêcher quelqu'un de passer la frontière. En frappante. L'avis de recherche, ça sous-entend qu'il doit répondre de quelque chose devant la justice à l'intérieur du pays. L'interdiction de sortie, c'est une précaution très explicite pour éviter qu'il ne s'échappe. Le fait que les deux aient été contournés, ça pose des questions fondamentales sur l'intégrité de toute la chaîne de contrôle. Comment ça a pu passer? Et le plus fou, c'est que le ministère lui-même, il reconnaît qu'il y a une grosse zone d'ombre. Le communiqué dit, je cite, que les circonstances exactes de cette sortie ne sont pas encore élucidées. C'est quand même assez direct comme aveu, non? Ça veut dire qu'au moment où ils écrivent ça, les autorités, elles ne savent pas vraiment comment M. Diane a pu passer à travers les mailles du filet, alors qu'il y avait ces alertes. C'est une reconnaissance d'un manque d'information à ce stade, oui. Mais ce qui rend la situation encore plus intrigante, si on peut dire, c'est une précision qui vient juste après. Le ministère insiste bien sur le fait que dès que l'interdiction de sortie a été mise en place, donc avant l'évasion, des instructions claires avaient été données, Ah oui? oui, pour une vigilance accrue. Et pas juste comme ça, en l'air, à tous les échelons sécuritaires concernés. C'est précis. Tout le monde, à tous les niveaux. Et malgré ça, la personne en question, elle réussit à partir. La contradiction, elle saute aux yeux. Comment on explique cet écart entre la consigne et le résultat? C'est toute la question. C'est la question à 1 million, comme on dit. Sans vouloir faire de la spéculation pure, le communiqué lui-même, il ouvre des pistes, en fait, en annonçant une enquête pour situer les responsabilités. Oui, ça suggère qu'il y a plusieurs possibilités. Exactement. On peut imaginer une défaillance dans les procédures elles-mêmes. Un protocole qui était mal appliqué ou qui n'est peut-être pas suffisant. Ça peut être aussi une simple erreur humaine, hein. Un agent de contrôle distrait ou surchargé ou peut-être mal informé malgré les instructions. Ou un problème technique. La piste technique, oui, il ne faut pas l'écarter. Un bug dans le système informatique qui signale les personnes, par exemple. C'est possible. Mais l'enquête, elle va aussi regarder, et c'est ce que suggère l'expression « éventuellement toutes les responsabilités », la possibilité d'une complicité. C'est plus grave, évidemment. Est-ce que quelqu'un a pu l'aider sciemment à passer? Chaque piste a des conséquences différentes, bien sûr, mais toutes, elles pointent vers une faiblesse dans le système. Donc ce n'est pas juste une contradiction, c'est peut-être plus profond. Ça révèle potentiellement un décalage systémique assez classique, en fait.
La difficulté, vous voyez, de traduire une instruction qui vient d'en haut en une action vraiment efficace sur le terrain, surtout dans un environnement aussi complexe avec autant de monde, comme un grand aéroport international. C'est un défi qu'on retrouve dans beaucoup de grandes organisations, pas seulement dans la sécurité. Alors, face à cette situation, qui est quand même très délicate, voire embarrassante pour les autorités, il y a eu une réaction, rapide et visible. Le communiqué nous dit qu'il y a eu une mesure administrative forte. Le ministre de l'Intérieur a décidé de relever de leurs fonctions, de hauts responsables, Ah oui, lesquels? et le texte précise bien à titre conservatoire. D'accord. Alors, à titre conservatoire, expliquons peut-être. Ce n'est pas une punition définitive. Ce n'est pas qu'on dit qu'ils sont coupables à ce stade. C'est une mesure de précaution, une sorte de suspension temporaire. L'idée, c'est de les écarter le temps de l'enquête pour voir s'il y a eu une faute, une négligence de leur part ou dans leur service. C'est pour assurer la sérénité de l'enquête, en quelque sorte. Voilà. Et puis c'est aussi une façon de montrer qu'on prend l'affaire au sérieux et d'éviter qu'ils puissent potentiellement interférer avec l'enquête. Est-ce que c'est courant comme procédure, ça, ou est-ce que le niveau des postes, là, c'est particulièrement haut? Ah oui, le niveau des postes est très significatif. Ça montre bien la gravité qu'on accorde à cet incident. On ne parle pas de petit chef là. Le premier, c'est le chef de la division des investigations criminelles, la DIC. C'est quand même une unité clé dans les enquêtes judiciaires importantes au Sénégal. D'accord. Sa responsabilité pourrait être en jeu si, par exemple, l'avis de recherche n'a pas été correctement diffusé ou suivi comme il fallait. Le deuxième, c'est le chef du commissariat spécial de l'aéroport international Blaise Diagne. Lui, il est directement responsable de la sécurité et des contrôles de police dans l'aéroport même. Donc au cœur du problème. Et exactement. Sa mise à l'écart, elle pointe vers une responsabilité possible dans l'application des contrôles à la frontière. Suspendre ces deux chefs de service en même temps, ce n'est vraiment pas anodin. Ça envoie un message très fort. On veut remonter la chaîne de responsabilité. Ces suspensions, c'est donc une première étape avant la suivante, qui est logiquement annoncée aussi dans le communiqué, l'ouverture officielle d'une enquête interne. Là, on passe de la réaction immédiate à la recherche des causes profondes. Tout à fait. L'objectif de cette enquête, il est double, d'après ce qui est dit. Premièrement, comprendre le comment. Déterminer les conditions exactes de la sortie de M. Diagne. Et deuxièmement, et c'est essentiel, identifier le qui et le pourquoi. Situer éventuellement toutes les responsabilités. Le mot « éventuellement » est important, il garde la présomption d'innocence. Bien sûr. Mais l'intention est claire, trouver s'il y a eu des fautes, qu'elles soient individuelles ou collectives. Et on sait déjà ce qui pourrait se passer si l'enquête trouve quelque chose? Oui, le communiqué est très clair là-dessus. Il prévient que si des manquements sont découverts, ça peut être large, de la simple négligence à la grosse faille d'organisation, ou, encore plus grave, si des complicités sont prouvées, alors des sanctions appropriées seront prises. Approprié, ça veut dire quoi? Administrative? Pénale? Ça peut être les deux. Des sanctions administratives qui peuvent aller jusqu'à la révocation, et potentiellement pénales si on découvre des faits qui relèvent du délit. Mais au-delà de ce cas précis, cette démarche, elle touche à un principe fondamental, la redevabilité, l'accountability, comme disent les anglo-saxons. Dans un état de droit, quand il y a une défaillance aussi évidente, surtout dans un domaine aussi sensible que la sécurité et l'application des décisions de justice, c'est essentiel pour la confiance du public que les responsabilités soient établies, de manière transparente. Oui, que des mesures correctives soient prises. Exactement. C'est un peu un test pour la crédibilité des institutions, ce genre d'affaires. Et l'affaire, d'ailleurs, elle ne s'arrête déjà plus aux frontières sénégalaises. Le communiqué annonce un nouveau développement majeur qui est arrivé le jour même où le communiqué a été publié. Le ministère a appris qu'un mandat d'arrêt international avait été émis contre M. Diagne. Ah, un mandat d'arrêt international, ça change la dimension de l'affaire. Oui, et on sait même qui l'a émis. C'est le président du collège des juges d'instruction du pool judiciaire financier. Qu'est-ce que ça nous dit, ce détail? Alors ça, le fait que ce soit le pool judiciaire financier qui émette ce mandat, c'est une information très importante. Ça suggère très fortement que les raisons initiales pour lesquelles M. Diagne était recherché au Sénégal, celles qui ont mené à l'avis de recherche et à l'interdiction de sortie, elles sont probablement liées à des affaires financières. Ah, d'accord. Des affaires complexes, sûrement graves. On peut imaginer du détournement de fonds publics, de la corruption, du blanchissement d'argent. Ce genre d'infractions qui ont souvent des ramifications internationales. Et ça justifie justement de lancer un mandat d'arrêt de cette portée. Ça éclaire un peu les motivations possibles de sa fuite aussi. Et concrètement, ce mandat d'arrêt international, qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup de choses. Monsieur Diagne n'est plus seulement quelqu'un qui a réussi à échapper à la vigilance à Dakar, il devient officiellement un fugitif.
recherché par la justice sénégalaise, mais au niveau mondial. Les autorités sénégalaises vont maintenant demander l'aide des polices et des justices étrangères. Via Interpol, j'imagine. Oui, via des canaux comme Interpol pour essayer de le localiser, de l'arrêter et peut-être de l'extrader. Sa sortie de l'aéroport, elle a déclenché une procédure de recherche beaucoup plus large. Ça complique sa situation, où qu'il soit allé. Exactement. Ça complexifie énormément sa situation. Mais ça montre aussi que les autorités judiciaires sénégalaises sont déterminées à aller jusqu'au bout, même s'il n'est plus physiquement sur le territoire. Pour elles, l'affaire n'est pas close. Et le fait que ce mandat soit émis si vite, juste après qu'on constate sa fuite, c'est aussi un signal politique fort. Le Sénégal compte bien utiliser tous les moyens légaux pour le ramener devant la justice. Le communiqué se termine, enfin, la partie qu'on a, par une sorte de réaffirmation de principe par le ministre. Il dit qu'il profite de l'occasion pour rappeler son attachement au respect des décisions judiciaires, à la transparence et à la... Bon, la phrase est coupée là, mais on imagine bien la suite. Oui, on peut supposer qu'il termine par des mots comme rigueur, légalité ou état de droit, quelque chose dans ce genre. C'est important cette déclaration finale. Oui, même incomplète, elle est stratégique. Dans un contexte où il y a eu une faille de sécurité majeure, qui pourrait faire douter de l'efficacité de l'État, le ministre adopte une posture de fermeté sur les principes. C'est une façon d'essayer de rassurer l'opinion publique et aussi les partenaires internationaux. Le message, c'est oui, il y a eu un problème grave, mais on tient bon sur les valeurs. C'est un peu ça. On tient bon sur le respect de la justice, la transparence dans la gestion de cette crise. C'est aussi une manière de reprendre un peu la main, vous voyez, mettre l'accent sur les valeurs, sur les actions correctives qui sont lancées, l'enquête, les sanctions possibles, plutôt que de laisser toute l'attention sur la défaillance de départ. Bon, alors, si on essaye de prendre un peu de recul sur tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Faisons une petite synthèse rapide. On a un individu, Monsieur Diagne, qui est sous le coup de 2 mesures judiciaires fortes et qui réussit quand même à quitter le pays par l'aéroport principal. Alors même que des instructions de vigilance renforcées avaient été données. Voilà. Suite à ça, 2 hauts responsables de la sécurité et des enquêtes sont suspendus, mais à titre conservatoire. Une enquête interne est lancée pour comprendre le comment et le pourquoi. Et pour situer les responsabilités. Exactement. Et pour finir, un mandat d'arrêt international est lancé contre lui, ce qui montre que les faits qui lui sont reprochés à l'origine sont sans doute assez graves, probablement financiers. C'est déjà une séquence d'événements assez dense en peu de temps. Très dense, oui. Et au-delà des faits eux-mêmes, cet incident, il met en lumière de façon assez crue, disons, plusieurs enjeux systémiques qui sont importants. D'abord, le défi constant d'appliquer réellement et sans faille les décisions de justice. Une interdiction de sortie du territoire, par exemple, ça a l'air simple sur le papier. Mais en pratique, Mais en pratique, pour que ça marche, il faut une chaîne d'information et de contrôle qui soit parfaitement huilée. Entre la justice, les services de renseignement, les agents qui sont en première ligne aux frontières. La moindre rupture dans cette chaîne, eh bien, ça peut avoir des conséquences immédiates, comme on le voit ici. et la sécurité aéroportuaire elle-même. C'est le deuxième point. Ça montre la complexité et aussi les vulnérabilités de la sécurité dans un grand aéroport moderne. Il y a des milliers de passagers tous les jours, les contrôles sont nombreux, mais ils doivent aussi être assez rapides pour ne pas tout bloquer. Alors repérer et intercepter une personne précise dans ce flux énorme, c'est un vrai défi. Surtout si la personne est déterminée ou si elle connaît un peu les procédures. Ou si elle est aidée, comme l'enquête le vérifiera peut-être. Exactement. Ou pire, si elle est aidée de l'intérieur. Les systèmes informatiques, ça aide, bien sûr, mais ce n'est pas infaillible. Et au final, le facteur humain, il reste décisif. Et puis, troisièmement, je crois que cet événement rappelle à quel point la transparence et la responsabilité sont cruciales quand une faille comme ça est révélée au grand jour. La communication rapide du ministère, qui reconnaît le problème et annonce des mesures, c'est une première étape importante. Mais ça ne suffit pas. Disons que la confiance, elle ne sera vraiment maintenue ou restaurée qu'avec les résultats concrets de l'enquête et les actions correctives qui suivront. Le public, il attend de comprendre ce qui s'est passé et de voir que des leçons sont vraiment tirées pour l'avenir. C'est très clair. Et tout ça, ça nous amène naturellement à une réflexion un peu plus large, peut-être une question à laisser un peu en suspens pour conclure. L'enquête, elle va chercher des responsabilités individuelles, on l'a dit, l'agent qui a fauté, le chef qui n'a pas assez supervisé, une possible complicité. Mais est-ce qu'au-delà de ces fautes personnelles possibles, cet incident ne nous dit pas quelque chose sur la solidité du système lui-même? Est-ce que c'est juste un incident isolé ou est-ce que c'est le symptôme d'une faiblesse
plus structurelle. C'est exactement ça. La question fondamentale qui dépasse le cas Diagne. On peut s'interroger sur la fiabilité, sur la fluidité des systèmes de communication entre toutes les entités qui sont impliquées. La justice, les différents services de police, de gendarmerie, les autorités de l'aéroport. Une information aussi critique qu'une interdiction de sortie, elle ne doit pas seulement être transmise, il faut qu'elle soit instantanément accessible et compréhensible par l'agent qui fait le contrôle final du passeport au guichet. Et comment on garantit ça? C'est là toute la difficulté. Comment garantir que cette transmission est infaillible? Que les bases de données sont à jour, vraiment en temps réel? Que les alertes sont bien classées par priorité et qu'elles sont traitées correctement? C'est complexe. Et peut-être encore plus profondément. Comment on s'assure qu'une instruction de vigilance accrue, qui est souvent donnée en termes assez généraux depuis le haut de la hiérarchie, comment ça se traduit concrètement en actions spécifiques et vérifiables sur le terrain? Quels sont les mécanismes de contrôle, de formation aussi, qui permettent de garantir que chaque personne dans la chaîne comprend bien l'importance de ce qu'elle fait et qu'elle a les bons outils et les bonnes infos pour le faire efficacement, même quand il y a de la pression ou même dans la routine de tous les jours? Oui, éviter que ça devienne juste une note de service de plus. Voilà. Répondre à ces questions systémiques, c'est sans doute ça la clé pour renforcer vraiment la résilience du système et éviter que ce genre d'évasion ne se reproduise. C'est un défi permanent d'ailleurs pour tous les pays, pas seulement le Sénégal. Ça laisse matière à réflexion, effectivement.